Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour à tous, il est 12h30 avec vous, Nesrine Dahmoun pour le journal. Une secousse tellurique de magnitude 5,1 sur l'échelle de Richter a été enregistrée ce mardi à 10h50 dans la wilaya de Mdiya. Aucune perte humaine ou dégâts matériels n'a été enregistrée selon la protection civile. Lounès Magraman, le secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, a transmis au chargé d'affaires français une note verbale contenant la réponse officielle des autorités algériennes après avoir reçu une liste de ressortissants algériens faisant l'objet de décisions d'éloignement du territoire français. Et dans cette réponse, l'Algérie réaffirme son rejet catégorique des menaces et des velléités d'intimidation et de tout langage comminatoire, précise le communiqué du ministère des Affaires étrangères. À la veille du 63e anniversaire de la fête de la Victoire, l'Assemblée populaire nationale organise aujourd'hui une journée consacrée à l'approche algérienne en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé. L'armée d'occupation sioniste a rompu ce mardi l'accord de cessez-le-feu à Gaza et a mené cette nuit des raids et des frappes sans précédent, faisant plus de 410 morts. L'ONU, l'Égypte, l'Iran et la Turquie condamnent ce mardi. Retour chez nous, signature d'accords de partenariat entre des constructeurs sous-traitants locaux pour la fabrication de pièces de rechange en Algérie. Le ministre de l'Industrie, Sifir Lieb, insiste sur l'accompagnement des opérateurs économiques et booster l'industrie mécanique. On l'écoutera dans ce journal. Lancement du numéro vert de secours, le 10-26 pour dénoncer les violences faites aux femmes. Ce numéro est accessible 7 jours sur 7, une initiative du ministère de la Solidarité nationale. On parlera enfin de sport football. Les Verts à pied d'œuvre à Gaborone en prévision du match de ce vendredi face au Botswana. Je vous le disais en titre, une secousse tellurique de magnitude 5,1 sur l'échelle de Richter a été enregistrée ce matin à 10h50 dans la wilaya de Mdiya, indique le CRAG, le centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique. L'épicentre de la secousse a été localisé à 9 km au nord-ouest de Mihoub. Aucune perte humaine ou dégâts matériels n'a été enregistré, précise la protection civile à Mdiya. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Magraman, a reçu le chargé d'affaires de l'ambassade de France en Algérie qui lui a transmis une liste de ressortissants algériens faisant l'objet de décisions d'éloignement du territoire français. Lounès Magraman a transmis à ce chargé d'affaires français une note verbale contenant la réponse officielle des autorités algériennes. Dans cette réponse, l'Algérie réaffirme son rejet catégorique des menaces et des velléités d'intimidation de la France. Plus de détails avec Liester Rini. En outre, l'Algérie désapprouve l'approche sélective de la France vis-à-vis des accords bilatéraux et internationaux liant les deux pays. Elle réaffirme qu'en ce qui la concerne, l'Algérie n'est animée que par le souci de s'acquitter de son devoir de protection consulaire à l'égard de ses ressortissants. S'agissant de la démarche de la partie française, celle-ci a été rejetée par les autorités algériennes sur les plans de la forme et du fond. Sur la forme, l'Algérie a fait valoir que la France ne pouvait unilatéralement et à sa seule discrétion décider de remettre en cause le canal traditionnel de traitement des dossiers d'éloignement. La partie française a par conséquent été invitée à respecter la procédure établie en la matière en suivant le canal d'usage, celui entretenu entre les préfectures françaises et les consulats algériens compétents et en préservant la manière de traitement habituelle, celle de procéder au cas par cas. Sur le fond, la réponse algérienne a souligné que le protocole d'accord de 1994 ne peut être dissocié de la convention de 1974 sur les relations consulaires qui demeure le cadre de référence principal en matière consulaire entre les deux pays. De ce point de vue, la mise en œuvre de l'un ne doit pas se faire au détriment de l'autre, notamment lorsqu'il s'agit de la nécessité de veiller au respect des droits des personnes faisant l'objet de mesures d'éloignement. Pour toutes ces raisons, conclut le communiqué, les autorités algériennes ont décidé de ne pas donner suite à la liste soumise par les autorités françaises. Celles-ci ont été invitées à suivre le canal d'usage, en l'occurrence celui établi entre les préfectures et les consulats.
À la veille du 63e anniversaire de la fête de la victoire, l'Assemblée populaire nationale organise une journée consacrée à l'approche algérienne en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Une journée d'études à la veille donc du 19 mars, présidée par le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, en présence de membres du gouvernement et de représentants d'organisations nationales. Sur place, Ibtihal Haddoun. Le président de l'Assemblée populaire nationale a souligné l'expérience réussie de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme, fondée sur une approche globale visant à tarir ses sources matérielles et idéologiques. Brahim Bourali. L'expérience algérienne se distingue comme un modèle réussi et remarquable d'une approche globale et intégrée dans la lutte contre le terrorisme, une approche fondée sur des principes fondamentaux, notamment la nécessité de tarir les sources matérielles et idéologiques du terrorisme, de lier la paix et la sécurité au développement et de renforcer la coordination et la coopération internationale pour faire face à ce phénomène de manière efficace. L'Algérie a réussi grâce au sacrifice de ses enfants et à la sagesse de sa direction à remporter une victoire décisive contre le fléau du terrorisme, et ce sans aucun soutien matériel ou moral de la part de la communauté internationale. L'Algérie a renforcé son arsenal juridique et sécuritaire et développé des mécanismes efficaces pour garantir sa stabilité. Un autre défi tout aussi grave est la prolifération du crime organisé, un réseau complexe d'activités criminelles dont les ramifications s'étendent de la traite des êtres humains et du trafic de migrants au blanchiment d'argent, en passant par le commerce des armes et des drogues. Cela nécessite une réponse globale reposant sur la dissuasion juridique, la coordination sécuritaire transfrontalière et la coopération judiciaire. Consciente de la gravité de cette menace, l'Algérie a rapidement renforcé son dispositif juridique et sécuritaire pour faire face aux différentes formes de crimes organisés. Elle a également développé des mécanismes efficaces pour lutter contre ce phénomène et renforcer ses capacités afin de garantir la protection de sa sécurité et de sa stabilité. Enfin, le président de l'APN a rappelé l'engagement constant de l'Algérie en faveur de la coopération régionale et internationale. L'Algérie a renforcé sa sécurité nationale grâce à des réformes, une modernisation des forces de sécurité et une coopération régionale. Ces acquis incluent une meilleure stabilité et une lutte efficace contre les menaces transfrontalières. De l'Assemblée populaire nationale, Ibtihal Haddoun, Algéchien 3. Et la lutte contre le terrorisme, il en était question ce matin sur nos ondes. L'invité du jour de ce mardi était Nourdine Ben Brahim, président de l'Observatoire national de la société civile. Il annonce la tenue la semaine prochaine d'un événement en collaboration avec le CAERT, le Centre africain d'études et de recherche contre le terrorisme, pour faire contribuer la société civile dans la lutte contre le terrorisme. Il répondait donc ce matin à Walid Selman. Nous avons un échange assez avancé avec le CAERT actuellement, qui est le Centre africain de lutte contre le terrorisme. L'objectif, c'est comment impliquer la société civile comme acteur par rapport tout d'abord l'intégration économique des jeunes et des citoyens dans la région, par rapport les politiques de protection psychosociale, la lutte réellement dans l'espace du net qui est lié à la mobilisation à travers cette narrative produite dans un monde virtuel où aujourd'hui nous avons besoin de réponses, de produits, de la société civile dans cet espace. Et nous avons autres éléments à développer. Donc, un travail va nous réunir, Inch'Allah, au cours des jours qui vont venir. L'actualité de ce mardi, c'est également la cérémonie de signature d'accords de partenariat organisée donc ce mardi entre des constructeurs sous-traitants locaux pour la fabrication de pièces de rechange en Algérie. Cette cérémonie qui a été organisée en présence du ministre de l'Industrie, Sifir Lieb. Ce dernier a insisté sur l'accompagnement des opérateurs économiques et booster l'industrie mécanique. Il est au micro de Rim Boukadoum. Faire augmenter le taux d'intégration, valoriser la production nationale et rationaliser les importations. Deuxièmement, assurer le respect des clauses du cahier des charges, en particulier les articles 12, 13 et 14 qui mettent l'accent sur l'augmentation progressive du taux d'intégration locale. Promouvoir la filière de fabrication des pièces de rechange en créant des conditions favorables aux fabricants de composants et d'accessoires et en leur permettant de s'intégrer dans le système de production nationale et internationale. Établir des passerelles de coopération efficaces entre les fabricants de véhicules et les fabricants de pièces détachées afin de garantir l'approvisionnement du marché avec des produits de haute qualité répondant aux normes techniques requises.
L'armée d'occupation sioniste a rompu ce mardi l'accord de cessez-le-feu à Gaza et a mené des raids et des frappes sans précédent, faisant plus de 410 morts. Cette violation du cessez-le-feu porte un coup majeur à la trêve en place depuis le 19 janvier, à l'heure où les négociations indirectes menées par les pays médiateurs sur la suite du cessez-le-feu sont au point mort. Le bilan risque malheureusement d'augmenter puisque les bombardements se poursuivent. On fait le point avec le journaliste Rami Aboujamous. Il répond depuis Dir el-Balah, au centre de Gaza, à Rabia Slimani. On était à 2h du matin en train de faire le souf, la majorité de la population de Gaza, et on était surpris par cette ampleur de bombardement. L'armée d'occupation, ils ont bombardé plusieurs endroits et plusieurs cibles. Malheureusement, on parle de beaucoup plus de 320 martyrs pour le moment. Il y a toujours des gens qui sont sous les décombres. On n'était pas surpris que la guerre allait reprendre parce qu'on a bien compris que Netanyahou veut reprendre la guerre, et on était surpris que ce soit à 2h du matin, de cette façon, de cette ampleur, et malheureusement, ça continue jusqu'à l'heure actuelle. Toute la bande de Gaza a été bombardée, du nord au sud, de Rafah à Beth Hanoun, malheureusement. Et tout ça, c'était vraiment d'un seul coup. Je ne sais pas combien ils ont utilisé d'avions de chasse, mais plusieurs cibles étaient à la même seconde. Il y a un rythme de 3-4 secondes entre les bombes. Malheureusement, il n'y avait pas de secours parce que Netanyahou, il a fermé le Kerem Shalom, le terminal qui fait passer le fioul, et non seulement le fioul, mais tout l'aide alimentaire. Et la reprise des attaques menées par l'occupation sioniste cette nuit contre la bande de Gaza ont surtout des raisons internes. Netanyahou a limogé le chef des services de renseignement et relance la guerre pour échapper à des poursuites judiciaires. C'est l'analyse du politologue palestinien Walid El-Houdali. Il a été contacté par Karim Abnour. Les échecs du gouvernement de l'occupation pendant les événements du 7 octobre ont poussé Netanyahou à limoger le chef des services de renseignement sionistes, le Shabak, Ronin Bar. C'est le résultat d'une crise interne profonde, une perte de la raison. Comment le cerveau palestinien a réalisé cet exploit? Le système de sécurité sioniste s'effondre rapidement et maintenant chacun rejette la responsabilité à l'autre partie et il y aura plusieurs effondrements au sein de l'administration sioniste jusqu'à sa disparition totale. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit choqué par les frappes aériennes de l'occupation à Gaza. L'Égypte a fermement condamné les frappes israéliennes sur la bande de Gaza. La Turquie a dénoncé une nouvelle phase dans la politique génocidaire de l'occupation après ces frappes intenses. L'occupation israélienne qui doit également immédiatement et entièrement cesser la colonisation en Cisjordanie occupée et évacuer tous les colons, a exigé ce mardi le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme qui accuse l'occupation de crimes de guerre. L'actualité internationale marquée également par la crise en Ukraine. Vladimir Poutine et Donald Trump vont s'entretenir par téléphone cet après-midi pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine. Donald Trump va-t-il réussir à obtenir la paix en Ukraine qu'il a promis tout au long de sa campagne? Élément de réponse avec l'analyste politique Kamel Benyounes. Probablement oui, puisqu'il ne s'agit pas d'une initiative de Donald Trump. Il y a un lobby aux États-Unis qui, depuis des années, essaie d'arrêter cette guerre. Ce lobby est soutenu par l'extrême droite en Europe, et puis des milliardaires aux États-Unis qui avaient soutenu Donald Trump. L'establishment politique qui dit qu'au lieu d'utiliser la superpuissance militaire américaine pour les guerres, il faudrait plutôt l'utiliser pour imposer des marchés et avoir plus d'intérêt, c'est ce que fait Donald Trump, et surtout dans certains pays très riches comme l'Ukraine. Donc c'est un processus irréversible. Et au vu de la situation en Ukraine, le futur chancelier allemand Friedrich Merz a estimé ce mardi que son projet d'augmentation massive des dépenses militaires n'était rien de moins que le premier grand pas vers une nouvelle communauté européenne de défense. Cette communauté devrait inclure des pays qui ne sont pas membres de l'UE, comme le Royaume-Uni et la Norvège. Le gouvernement nigérien a confirmé le retrait du Niger de l'Organisation internationale de la francophonie. Selon une note du ministère des Affaires étrangères, cette décision qualifiée de souveraine a été communiquée aux chefs des missions diplomatiques et postes consulaires du Niger à l'étranger afin qu'ils en informent leurs juridictions respectives d'accréditation. En Afrique, la menace acridienne est récurrente. Le criquet a besoin d'un sable humide pour pondre ses œufs et comme la région sahélo-saharienne a été bien arrosée il y a quelques mois et que le criquet est pèlerin et qu'il se déplace, la prudence est de mise. Les explications avec vous, Hamid Belkacem. La menace acridienne est bien connue en Algérie.
Elle est surtout maîtrisée grâce au système de veille. Ce système est activé dès lors que les pluies sont de retour, notamment dans le Grand Sud, comme du côté de Ingezem, où pas moins de 23 000 hectares ont été traités il y a quelques mois. En réalité, par menace, on entend la difficulté de disposer d'informations ou de points de situation dans l'immense bande sahélo-saharienne des territoires très vastes où le criquet pèlerin peut pondre, éclore et développer son aspect grégaire sans être inquiété dans des espaces désertiques. Cette faille, ou plutôt cette zone d'ombre, est désormais définitivement réglée grâce à l'ASAL, l'Agence spatiale algérienne, qui a signé, il y a un mois à peine, un accord de coopération avec la CLC Pro, la commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale. L'ASAL, dont l'expertise en matière d'imagerie satellitaire n'est plus à démontrer, traque en permanence l'activité acridienne dans toute la bande sahélo-saharienne. Objectif, anticiper les déplacements des criquets pèlerins pour pouvoir prépositionner les équipes de traitement. Situation maîtrisée donc, mais aussi puisqu'en plus des satellites de l'ASAL, TTA, Tassili Transport Aérien, acquis 6 avions de type Air Tractor 802 qui peuvent procéder à l'épandage et au traitement anti-acridien de milliers d'hectares par jour. On reste toujours dans le domaine de l'agriculture et suite aux dernières pluies qu'a connues la wilaya de Sidi Bla Abbès, la direction de l'agriculture a réuni les agriculteurs pour prendre les mesures nécessaires et protéger les plantations des mauvaises herbes. Notre correspondante à Sidi Bla Abbès, Inès Mohamed. Le but est de protéger la plantation des mauvaises herbes, notamment après les dernières chutes de pluie enregistrées dans la région ouest. Hammo Mimoun, directeur de la station de recherche INRA, implantée à la Daïra de l'Emtal, spécialisée dans la recherche agronomique. Je conseille aux agriculteurs de commencer d'abord par le désherbage, parce que vous savez que les mauvaises herbes poussent à une vitesse supérieure à la culture cultivée. Et vous savez que actuellement sur nos terres et les terres algériennes, on a beaucoup de graines de mauvaises herbes et on a un grand stock dans le sol. Le deuxième volet est de procéder aux opérations d'engraissement, de mettre des engrais azotés. Ils essayent de fractionner les engrais azotés. Vous savez que les engrais azotés ne sont pas retenus par le sol. Il ne faut pas que les mettre d'un seul coup. Les conditions climatiques défavorables nécessitent, selon les encadreurs de cette journée, des techniques spécifiques pour éviter les pertes au fellaire qui activent dans les différentes exploitations, sachant que la pluviométrie enregistrée à ce jour n'a pas dépassé le seuil de 116 mm. De Sidi Bla Abbès, Inès Mohamed pour Algéchien 3. Lancement du numéro vert de secours le 10-26 pour dénoncer les violences faites aux femmes. Ce numéro est évidemment gratuit et accessible 7 jours sur 7. Des assistantes au bout du fil qui recueillent les appels des victimes et leur apportent de l'aide. Une initiative du ministère de la Solidarité nationale. C'est le sujet de Lina Hadouche. Nous avons contacté le 1026, le numéro vert mis en place pour les femmes victimes de violences. Réactives et à l'écoute, les opératrices assurent un premier soutien essentiel. Pour Dalila Yamaren, présidente du réseau Wessila, cette initiative est à saluer. C'est une très bonne chose d'ouvrir un centre au niveau national. Je pense qu'il va répondre à toutes les demandes de toutes les wilayas. Maintenant, c'est très important que les personnes soient formées, parce que n'importe qui ne peut pas écouter. Donc, il faut une formation à l'écoute, il faut un minimum de principes, des principes éthiques qui doivent exister pour que ces personnes puissent répondre aux demandes. Elle soulignait l'importance d'une écoute bienveillante et d'un accompagnement adapté. Le principe, c'est que ces centres d'écoute qui répondent à la victime doivent d'abord être dans l'empathie. Écouter la personne, ne pas la juger, ne pas lui imposer des priorités. L'essentiel, c'est de lui dire que oui, vous êtes une victime, personne n'a le droit de vous agresser, de vous humilier. Ensuite, l'informer de qu'est-ce qu'elle pourrait faire, suivant ses besoins. Si ensuite la personne elle veut passer à un stade juridique, il faut l'informer de toutes les possibilités qui existent. Les associations restent mobilisées pour améliorer la prise en charge des victimes. Et dans ce cadre-là, les associations ont proposé une série de mesures que nous avons déposées au niveau de l'APN. Par exemple, il y a les plaintes, qu'elles soient acceptées. C'est pas nécessaire qu'il y ait un certificat de médecine légale. Le commissariat, la gendarmerie doivent accepter toutes les plaintes. On a vu très souvent, quand ça dure trop longtemps, les femmes renoncent. Ce dispositif s'ajoute aux efforts déployés pour renforcer l'accompagnement des femmes victimes de violences.
Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmahdi, a procédé il y a quelques jours au lancement de 2 exemplaires du Coran électronique, dont un destiné aux non-voyants, et ce lors d'une conférence scientifique intitulée Le mois de Ramadan, mois du Coran et mois de la victoire. Le ministre des Affaires religieuses a également indiqué que son département travaille actuellement à l'élaboration d'un mushaf en langue des signes destiné aux sourds et muets. C'est le sujet de Samir Aloun. Des applications qui permettent de lire ou d'écouter les versets du Saint-Coran directement sur nos smartphones, et ce grâce à des fonctionnalités interactives avancées. Au cœur de ces applications, avec Mushaf el-Jazair, les utilisateurs ont accès à une multitude d'outils, la traduction, l'exégèse et la recherche, en plus des récitations des plus célèbres récitants algériens. Une fois l'application téléchargée, l'internaute peut commencer sa lecture ou ses recherches, une interface simple d'utilisation idéal pour les jeunes comme pour les moins jeunes. Kamel Shekat, théologien et membre de la Ligue des Oulama du Sahel. En fait, il y a 2 applications, l'une qui est vocale et l'autre classique, où vous avez le Coran que vous pouvez défiler selon ce que vous voulez, la sourate, les versets, etc., avec des modes de recherche très très avancés. La particularité, c'est que les calligraphes sont algériens, le Qurra, les lecteurs ou lectionnaires sont algériens. Les 2 applications peuvent être utilisées autant sur Android ou sur iOS, et puis vous avez aussi le mushaf pour non-voyants. N'oublions pas que le ministère a sorti un nouveau Coran braille, mais là aussi il y a possibilité pour les non-voyants de profiter de ces 2 applications. Un autre mushaf en langue des signes destiné aux sourds-muets est en pleine élaboration sous la supervision d'une commission regroupant des spécialistes du domaine pour garantir une meilleure accessibilité du Saint-Coran à un maximum de personnes. Et on passe à présent au sport avec vous, Hamza Rahmouni. Bonjour Hamza. Bonjour Salim. Alors, les Verts à pied d'œuvre à Gaborone en prévision du match de ce vendredi face au Botswana. Une rencontre comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le coup d'envoi sera donné à 14h ce vendredi à Francistown. Les Verts sont arrivés tôt le matin à Gaborone après avoir décollé d'Alger hier tard dans la soirée, c'était aux alentours de minuit. Avant ça, ils avaient effectué une séance d'entraînement au niveau du Centre technique national de Sidi Moussa. Il y aura une première séance d'entraînement aujourd'hui, dans l'après-midi à Gaborone. Également demain, mercredi, avant de rallier jeudi la ville de Francistown, située à 400 km au nord-est de la capitale Gaborone. Nous effectuerons l'ultime séance d'avant-match au stade Obed Chilimou qui va abriter cette rencontre. Rappelons que la deuxième rencontre dans cette date FIFA prévue mardi face au Mozambique au stade Hussein Aït Ahmed de Tizi Ouzou. Et une autre information de football, puisque la Fédération algérienne de football vient d'annoncer le programme des quarts de finale de la Coupe d'Algérie. Alors, on aura le mercredi 26 mars au stade du 5 juillet USM Al-Hagash, ES Mostaganem. Jeudi 27 mars au stade Miloud Hetfi d'Oran, CRT Mouchent USM Alger. Et au stade Nelson Mandela de Bagaki, MC El Bayad, ES Sétif. Et enfin, vendredi 28 mars au stade Hussein Ahmed de Tizi Ouzou, Shabab Al-Yadid Belouizdad, Mouloudia de Béjaïa. Les 4 rencontres débuteront à partir de 22h. Merci beaucoup Hamza Rahmouni pour toutes ces informations sport, football. C'est la fin de ce journal réalisé par Selma Feguir et Redouane Siassi à la régie, Céline Morad à la technique. Tout de suite, la météo, Karima Bnour.